que vous avez déjà saboté l'une de vos relations amoureuses? Est-ce que par le passé, il vous est arrivé d'avoir complètement ruiné une de vos relations? C'est ok si vous l'avez fait, je veux dire, je pense qu'on l'a tous et toutes plus ou moins fait, dans le sens où on regrette d'avoir dit ou d'avoir agi de telle manière et on se dit finalement, si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais probablement pas dit ou j'aurais agi différemment. J'aurais géré cette dispute autrement. Ou alors si j'avais emmené les choses de telle manière, probablement que nous n'aurions pas eu ce différend qui a abouti à notre rupture. Si vous êtes une personne qui navigue dans cette zone de l'attachement anxieux, et je pense très honnêtement que je fais partie de ces personnes, mais j'y travaille. Je pense que aussi vous avez tous et toutes entendu parler du style d'attachement anxieux, évitant, sécure. Donc, si vous êtes anxieuse, il est possible que vous réagissiez de la manière suivante. Vous voyez quelque chose qui déclenche en vous des émotions qui ne vous plaisent pas. Ou peut-être que tel comportement de votre partenaire vous rappelle inconsciemment une expérience que vous avez vécue dans le passé, une réminiscence d'un événement qui vous a marqué ou une expérience traumatisante. Et maintenant, cela vous dérange au plus haut point. Notre cerveau, toujours, invente très vite une histoire et s'aventure à imaginer, à hypothétiser sur ce qu'il pourrait se passer. Si votre partenaire est parti à une soirée et qu'il ne vous a pas contacté pendant une partie de la nuit, alors qu'il y était, la partie anxieuse de votre cerveau se met tout de suite en marche. Et il y a une machine qui se met à calculer tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? En tant qu'être humain, on a cette superbe habileté à construire des histoires. Ce qui peut être fantastique pour tout un tas de choses, mais dévastateur. Aussi parce que on a ce super ordinateur qui nous fait avoir de nombreuses déductions et calculs sur nos relations. Particulièrement, si l'on est anxieux, on va avoir cette tendance à emballer très vite la machine et à tout calculer pour savoir qu'est-ce que cette chose veut dire précisément. Si il est à cette soirée et qu'il ne m'envoie pas de message, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un, j'en suis sûre. C'est parce qu'il est en train de flirter avec quelqu'un d'autre que moi. Et maintenant, on devient jalouse et en colère et blessée parce que cela déclenche en nous ce sentiment de « je ne suis pas assez ». Cette personne ne m'aime pas, elle va m'abandonner. Cette personne ne sait pas s'occuper de moi, elle va me blesser. C'est un égoïste, c'est un partenaire terrible. Il n'est pas celui que je pensais qu'il était. Papa. Vous voyez? Tout cela peut arriver dans votre tête avant même que vous n'ayez eu une chance de vous expliquer avec lui sur le déroulé de cette soirée. Afin d'obtenir une explication rationnelle finalement. Et il peut juste s'avérer, en définitive, qu'il était accompagné de ses amis et qu'il ne s'est rien passé du tout. Notre esprit a la capacité de prendre une toute petite parcelle d'informations qu'elle va intégrer dans la machine et qu'elle va transformer ou surexploiter de telle sorte que cela déclenche nos démons, nos insécurités, nos peurs. Tout cela en fonction des expériences douloureuses que l'on a eues dans le passé et qui nous ont blessés. Ce qui signifie concrètement qu'on est très rapide à avoir des émotions qui ne sont pas basées sur la réalité factuelle, mais sur l'histoire que l'on s'est racontée en nous-mêmes. Alors, quand notre partenaire revient vers nous, on est prêt pour le combat. On a déjà enfilé les gants. Parce que cette peine que l'on a ressentie, cette crainte, cette peur, la tristesse, ce sentiment de « je ne suis pas assez »,
a été converti en colère. En d'autres termes, maintenant, on s'arme et on attaque. On est prêt à dégainer. Alors on a tous et tous nos armes favorites. Pour certains, ce sera ne pas répondre aux messages. Pour d'autres, ce sera le silent treatment. Ce sera peut-être aussi le sarcasme ou être passive-agressive ou l'attaquer frontalement. À ce stade, à moins qu'une personne soit particulièrement perceptive et à moins qu'elle soit dotée d'une intelligence émotionnelle hors norme ou extraordinaire, et je pense qu'il est dangereux d'assumer cela, que ce soit le cas chez notre partenaire, qu'il ait ce sens accru de compréhension des choses, les chances sont grandes qu'il ne perçoive pas notre réaction comme une démonstration de notre peine ou de nos blessures. Tout ce qu'il voit, c'est qu'on a sorti les armes et ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de se défendre, surtout si on les attaque dans ce qu'ils sont ou dans leur caractère et qu'on veut les blesser, dans leur personnalité, dans leurs intentions, etc. Et c'est là où l'ironie intervient, vraiment, parce que, au lieu de s'être montré vulnérable et d'oser dire ce qui ne va pas, ce qui nous a dérangés, afin qu'il puisse nous aider aussi à guérir nos traumatismes, non, on n'a pas fait ça. On ne lui laisse pas cette chance. Et la seule possibilité qu'il a désormais, c'est qu'il est trop préoccupé à se défendre de nos attaques. Tout ce qui découle de cela, c'est une animosité réciproque qui bloque complètement les deux parties parce qu'elles n'ont pas la capacité de régler sincèrement leurs différends. De nombreuses relations se terminent, non pas parce que notre partenaire ne peut pas s'accommoder ou supporter nos faiblesses, nos traumatismes, mais parce qu'il ne comprend pas les armes que l'on utilise contre lui pour se protéger. Beaucoup de personnes ont ce sentiment que finalement le bon partenaire sera celui qui nous acceptera tel que l'on est, avec nos blessures, avec nos bagages derrière nous et mes problèmes non réglés. Et en quelque sorte, d'une certaine manière, c'est un peu vrai, parce qu'on aspire tous à rencontrer quelqu'un qui pourra nous aider à guérir. Une belle relation, c'est censé avoir cette aptitude, dans le sens où ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui vont mutuellement s'aider à se sentir en sécurité, à se sentir aimé. Mais ce que l'on ne devrait pas faire, jamais, c'est de blâmer une personne parce qu'elle n'est pas capable de supporter nos armes. Il nous incombe à nous-mêmes. C'est une responsabilité propre qui est celle de communiquer notre ressenti d'une manière vulnérable, de la façon la plus honnête et authentique qui soit, qui n'est pas dans l'attaque, mais qui permet à l'autre de véritablement se révéler, se montrer sous son meilleur jour. Si à chaque fois que l'on se sent blessé, notre mode d'action c'est l'attaque, on ne pourra jamais savoir quel est son meilleur potentiel afin de nous comprendre et de satisfaire nos besoins. Vous ne faites pas cela, vous ne lui laissez pas cette chance. Et honnêtement, moi aussi d'une certaine manière, j'ai été comme ça dans beaucoup de relations. Évidemment, si vous avez été traumatisé ou abusé dans votre enfance, il est probable que vous ayez développé un mécanisme qui s'apparente à une substitution de votre peine en devenant addict à quelque chose, que ce soit une substance, une émotion, une personne, mais la peine, elle, est toujours là. Et quand elle se manifeste à nouveau, parce que quelqu'un a agi de telle manière, vous explosez, la réaction est complètement hors de propos. Et cette personne, votre partenaire, ne la comprend pas. Elle peut essayer de vous donner de l'eau, mais vous la rejetterez parce que vous serez trop en colère, vous rejetterez son aide parce que vous lui en voudrez de ne pas vous avoir sauvé. Et c'est très compliqué parce que la personne qui a été traumatisée, finalement, elle ne veut rien de plus que de l'amour. Mais ce sentiment n'est tellement pas confortable et pas familier
que quand elle l'obtient, elle est très suspicieuse. Et elle en veut à cette personne. C'est comme si elle voulait punir son partenaire qui essaye de l'aimer, à moins qu'elle ne rencontre une personne qui soit mauvaise pour elle. À partir du moment où elle rencontre une mauvaise personne qui se montre abusive ou négligente, cela lui semble familier. Donc, je peux naviguer à travers ce sentiment. Et je vais t'aimer de tout mon cœur. Mais quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui prend soin de nous et qui nous aime, mais pourquoi est-ce que tu m'aimes? Ça ne peut pas être réel. Il faut que je te teste. Il faut que je crie. Il faut que je pleure. Il faut que je t'attaque. Il faut que je m'éloigne. Mais toi, le partenaire abusif ou négligent, tu es exactement ce qu'il me faut. Tu es exactement ce que le docteur m'a prescrit. Je sais comment te gérer. Donc, je vais aller vers toi. Je vais t'aimer sans limite. Et en conséquence, la personne qui a été traumatisée dans son enfance va réenclencher ce traumatisme, réincarner l'abus, presque volontairement. Évidemment, ça n'est pas volontaire, c'est la partie inconsciente de notre cerveau qui nous pousse à agir de la sorte. Lorsque vous avez été victime d'abus, vous développez une fausse croyance sur vous. Vous pensez que personne ne vous aime, personne ne peut prendre soin de vous. Vous n'êtes pas digne d'amour et vous méritez ce traitement. C'est ce que l'enfant va apprendre quand il grandit au sein d'un foyer qui n'est pas aimant ou qui néglige ses besoins fondamentaux. Vous n'allez pas apprendre et l'enfant ne va pas se dire « Mon père est alcoolique, il est horrible avec moi. Ma mère est une narcissique. » Il ne va pas se dire cela parce qu'en tant qu'enfant, on a été programmé pour aimer nos parents. Parce que si on ne les aime pas, on n'a personne pour nous sauver. Et on ne va pas rationaliser les choses à ce stade. On ne va pas se dire « Ok, ma mère est détachée, mon père est sous l'emprise de substances. » On pense « Je ne peux pas être aimé. Je ne suis pas digne de recevoir un bon traitement. Je suis le problème. » On développe cette pensée profonde en nous et on arrive dans l'âge adulte, en étant jeune, à la recherche de cette confirmation. On recherche quelqu'un qui pourra valider cette croyance, quelqu'un qui va nous rappeler qu'on ne peut pas être aimé, qu'on mérite de la peine. Et quand on rencontre enfin quelqu'un qui nous aime de la bonne manière, quelqu'un qui ne nous rappelle pas cela, on ne comprend pas et on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas comment le gérer parce que c'est inconfortable. C'est comme si on essayait de le punir pour avoir tenté de nous aimer. Et bien souvent, ce genre de partenaire qui est en attachement sécure ne comprend pas notre attitude. Et souvent, on ne la comprend pas non plus. Alors on va commencer à se détester et à nous questionner, à nous dire « Pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Pourtant, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Et on va surréagir, on va se mettre à pleurer, notre partenaire ne va pas comprendre. Il va penser que vous êtes deux en vous, mais en réalité, c'est que vous avez cette enfance qui n'est pas guérie. Et d'autre part, vous, en tant qu'adulte, qui aspire à une relation saine, mais qui ne sait pas comment faire pour l'obtenir. Et ces deux parties se battent constamment entre elles. C'est la raison pour laquelle de nombreuses femmes sont anxieuses dans leur relation et associent une petite séparation de quelques jours ou de quelques heures à de la paranoïa parce qu'elles n'arrivent pas à se calmer en elles-mêmes. Parce que si un homme ne les appelle pas autant qu'elles le voudraient, ou s'il ne leur envoie pas de message, eh bien, cela réactive en nous ce sentiment de « je ne suis pas assez » ou « tu n'as pas besoin de moi autant que j'ai besoin de toi ». Tu ne m'aimes pas autant que je t'aime parce qu'on veut toujours s'assurer que la personne veut le même niveau d'intimité que nous. La réalité, c'est que probablement, cette personne a grandi avec l'assurance, la connaissance que les personnes qui les aiment reviennent toujours vers elles. Donc, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas que vous ne lui manquez pas, mais c'est qu'ils ont confiance. Alors que vous associez leur indépendance
avec le sentiment de c'est qu'il ne doit pas m'aimer. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Il va falloir apprendre d'une part que son indépendance ne reflète pas son manque d'amour. Ce n'est pas un détachement par rapport à vous. C'est juste qu'il vous fait confiance. Votre amour pour lui l'a rendu indépendant, alors que vous le percevez comme « tu ne dois pas m'aimer de la façon dont je t'aime ». Donc, si tu ne m'aimes pas, pars, je ne veux plus te voir. C'est comme ça que réagissent les personnes avec un attachement anxieux. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un peu comme ça. Mais j'y travaille. Dans le but d'apaiser cette partie de nous, nous avons besoin de rituels. Vous pouvez dire à la personne avec qui vous êtes, votre partenaire ou votre date, peu importe. Écoute, j'aimerais que tu m'appelles tous les soirs. Voilà, quelques minutes. J'aimerais qu'avant de m'endormir, on fasse un FaceTime. Et comme ça va vous rassurer. Votre angoisse sera doucement apaisée et cela vous permettra de mieux comprendre et d'apprendre ce dont chacun a besoin. Voilà, c'était de la psychologie. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Je pense qu'on ne nous l'apprend pas assez à comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Évidemment, tout découle de l'enfance. Tout découle aussi de l'enfance de notre partenaire. Et je pense que c'est important de comprendre ces paramètres pour pouvoir avancer plus sereinement dans une relation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci la moto. Qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Si vous avez envie que je traite un sujet, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un conseil relationnel, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'écrire sur Instagram. Je serai ravie de vous aider. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!